Amigo, la série des pires traîtres continue après la Ligue 1 et la Première Ligue. Aujourd'hui, on s'attaque aux plus grands mercenaires de Liga. Certains ont des excuses, des contextes particuliers, d'autres n'ont juste aucun sens de la morale ou de la compassion. Je vais vous décortiquer ça aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a pas mal de très grands noms dans cette liste. Et pour être sûr d'être bien complet sur ces cas très particuliers, j'ai fait appel à un spécialiste du football espagnol, monsieur Elias Baïf, que tu connais peut-être déjà et que tu peux découvrir dans tous les cas sur sa chaîne YouTube que je te recommande vivement. Avant de commencer, je tiens à remercier mon partenaire Parion Sport qui sponsorise cette vidéo. Si tu cherches un bon bookmaker, n'hésite pas à t'inscrire sur Parion Sport en ligne, d'autant plus qu'en ce moment, si tu perds ton premier pari, tu es remboursé jusqu'à 200 € en free bet, ce qui est plutôt pas mal pour commencer sans trop prendre de risques. Je t'ai mis un lien dans la description. Je rappelle bien sûr que le pari sportif ne s'adresse pas à tout le monde. Le pari sportif, c'est un jeu d'argent, c'est un jeu pour adultes. Si t'es mineur, sors de là. Et surtout, le pari sportif n'est pas un plan de carrière, ce n'est pas un plan pour devenir riche. Ça rajoute un petit peu de piment à un match, ok, mais par contre, ça reste un jeu de hasard. Donc reste raisonnable et ne mise pas des sommes que tu ne peux pas te permettre de perdre. Allez, on commence avec du très lourd, avec l'un des plus grands neufs de tous les temps, mais aussi avec l'un des plus grands traîtres, et pas que de Liga. Éclosion au PSV Eindhoven, confirmation au plus haut niveau avec le Barça, 5 saisons à l'Inter, puis première trahison, retour en Espagne, mais au Real Madrid. Le doublé juste après avec un autre retour en traître, à Milan, et pas à l'Inter, évidemment. Et aussi une belle douille pour Flamengo pour terminer sa carrière en beauté. Et curieusement, ça n'a jamais fait les gros titres, ça n'a jamais fait scandale. J'ai jamais compris. Alors sûrement que le fait de ne pas passer directement du Barça au Real joue en sa faveur, ok. Et puis le Real vient le chercher à un moment difficile de sa carrière. Il sortait de 3 saisons quasiment blanches après son horrible blessure au genou en 2000. On se demandait tous s'il allait pouvoir un jour réellement retrouver son niveau, s'il allait être capable de rejouer une saison complète à 100% de ses capacités. C'était assez risqué de le recruter et d'investir lourdement sur lui à ce moment-là. Et le Real l'a fait. Le Real lui a tendu la main. Alors certes, il sortait d'un mondial 2002 exceptionnel, d'accord, mais ça restait risqué. D'ailleurs, contrairement au Barça, où il n'a joué qu'une seule saison, et où il estime que le club n'avait pas fait suffisamment d'efforts financiers pour le retenir, malgré sa saison absolument dantesque. Bon, à Barcelone, évidemment, hein, le constat est beaucoup plus simple, c'est un traître, point. Et à Milan aussi. Et oui, non seulement il signe au Milan après avoir été la coqueluche de l'Inter, où il a quand même connu une période assez compliquée, où il a été soutenu pendant ses nombreuses années de blessures, et là, il signe au Milan, et en plus de ça, il déclare en arrivant que ça a toujours été son rêve. Forcément que ça froisse légèrement les interistes. Et là, il n'y a pas de contexte particulier pour expliquer ça. Et son retour au Brésil n'était pas des plus classes non plus, puisque dans un premier temps, après la fin de son contrat à Milan, il rentre au Brésil, il va à Flamengo, qui lui permet de s'entraîner, de se refaire une santé, puisqu'il était en fin de contrat, mais il était aussi blessé à ce moment-là. Et une fois qu'il s'est refait une santé, il signe chez le rival Corinthians. Franchement, c'est moche. Ricardo Zamora, El Divino, l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football espagnol, comme son surnom l'indique, mais aussi l'une de ses plus grandes girouettes. Ah, le parcours est exceptionnel. Formé à l'Espagnol de Barcelone, part chez le rival Barça, revient à l'Espagnol pour ensuite finir au Real Madrid. Heureusement qu'il a signé dans le meilleur club de France à la fin de sa carrière pour redorer un peu son blason. Bon, le premier départ s'explique. Il est formé à l'Espagnol, il fait 3 bonnes saisons où il se fait très rapidement repérer, mais il est obligé d'arrêter le football parce que son père est mourant. Et que l'une de ses dernières volontés était qu'il arrête le football pour qu'il se concentre pleinement sur ses études de médecine. Mais très vite, il se laisse convaincre par ses amis de reprendre le foot, et en plus, il a une offre à ce moment-là de la part du Barça qui lui propose une place en équipe 4, ce qui lui laisse largement le temps de continuer ses études en parallèle. Et comme à ce moment-là, la rivalité entre les deux clubs de Barcelone est encore naissante, il se laisse assez facilement convaincre. Donc ok, pour ce coup-là, on peut comprendre. Sauf que 3 ans après, le gardien s'est fait un nom au Barça et en équipe nationale, dont il devient le premier gardien de l'histoire lors des JO de 1920. Il est désormais une star à qui l'on pardonne tout, même un flagrant délit de contrebande de cigares. Mais malgré ses performances extraordinaires, sa cote de popularité incroyable, le président du Barça
lui refuse une augmentation. Du coup, l'Espagnol en profite en lui proposant un nouveau contrat avec un salaire bien plus intéressant que ce que lui-même réclamait au Barça. Donc forcément, Zamora accepte, d'autant plus que le côté régionaliste du Barça, indépendantiste du Barça, commençait à l'agacer un peu. Et oui, lui, c'est la star de l'Aurora, c'est un nationaliste convaincu. Là par contre, ça fait scandale en Espagne. Parce que là, personne ne comprend que l'on puisse trahir son club pour un meilleur contrat. D'autant plus qu'à ce moment-là, il faut le rappeler, les championnats étaient des championnats amateurs. Les clubs n'étaient pas protégés comme aujourd'hui en cas de transfert. D'ailleurs, cet épisode va contribuer à l'adoption du statut professionnel pour le football en Espagne. Bref, retour à la case départ, les supporters du Barça ne lui pardonneront jamais. C'est une page majeure de la rivalité entre l'Espagnol et le Barça qui vient de s'écrire. Et une autre de la rivalité entre le Real et le Barça ne va pas tarder à suivre le pas, puisqu'en 1935, Zamora part chez un autre rival, le Real Madrid. Cette fois, il n'a pas vraiment eu son mot à dire. Le Real est venu avec une offre que l'Espagnol ne pouvait pas refuser et qui restera longtemps comme le transfert le plus cher du championnat. Mais bon, Zamora ne se plaint pas non plus. Alors j'ai pas le salaire exact, mais à l'époque il était comparé à celui d'un ministre. Et lui, en bon patriote qu'il était, jouer au Real Madrid, ça faisait sens. Surtout qu'à ce moment-là, la ville de Barcelone est particulièrement divisée entre les pro-nationaux et les pro-régionaux. Il n'était clairement pas fait pour jouer au Barça, il faut le dire. Bref, je ne m'étends pas plus sur le sujet parce que le personnage est passionnant, il mériterait une vidéo à part entière. On note qu'il a été coach de l'Atlético aussi, mais bon, là, c'est difficile de lui en vouloir aussi, puisque c'est Franco qui lui avait imposé, puisqu'à l'époque, l'Atlético Aviación, c'était le club de l'armée. Clairement, Franco, il lui a dit « tu viens ici et t'as pas le choix ». Mais ce mec a eu une carrière absolument incroyable. Quand il était au Real, il était journaliste sportif en même temps. Il s'est opposé au nazisme lors d'un match de l'Espagne contre l'Allemagne. Il a failli être fusillé pendant la guerre civile. Il a été entraîneur-joueur à l'OGC Nice. Bref, j'aurais vraiment bien aimé m'attarder sur lui, mais on a encore beaucoup de cas à traiter. Dans l'histoire folle du transfert de Figo du Barça au Real, un drame absolu à l'époque, il y a 4 acteurs principaux. 1. Figo lui-même. 2. L'agent de Figo qui s'appelle José Veiga. 3. Le président du Barça à l'époque qui s'appelle Joan Gaspart. Et 4. Un magnat du BTP en Espagne qui aspire à devenir le prochain président du Real Madrid, Florentino Pérez. Situation de départ, la fin de la saison 1999-2000. Figo, il aimerait que le Barça le prolonge et surtout que le Barça le paye un peu mieux parce qu'à l'époque c'est le meilleur joueur du monde et puis surtout les fans du Barça l'adulent. Il est comme chez lui en Catalogne, il veut continuer. Sauf que pour plusieurs raisons, les négociations traînent un peu et il y a un homme qui va s'engouffrer dans la brèche, Florentino Pérez. À peu près un mois avant les élections à la présidence du Real, il déclare « Si moi je suis élu, le jour d'après, je vais auprès de la Liga et j'exécute la clause de Figo. Figo sera un joueur du Real. » Personne ne le croit. Parce que c'est impossible, ça n'a absolument aucun sens. Comment est-ce que Figo, une idole à Barcelone, pourrait trahir son club et venir au Real? Mais Florentino Pérez, il dit pas ça dans le vide, parce qu'en coulisses, il a signé un pré-contrat avec José Veiga, l'agent de Figo. Ce pré-contrat, il est signé le 1er juillet, soit 16 jours avant les élections à la présidence, et il contient une clause de la mort. Cette clause, elle dit que si Figo ne signe pas au Real, José Veiga doit payer 30 millions au Real Madrid. Et là vous dites, pourquoi est-ce que José Veiga il signe une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'il s'embarque dans cette histoire? En fait, l'agent de Figo sur ce coup, il est assez rationnel, assez pragmatique. Il se dit, ça va le faire pour moi parce que si Figo signe au Real, j'ai pas besoin de payer cet argent-là au Real. Et si Figo ne signe pas au Real, qui signe dans un autre club, évidemment qu'un autre club sera d'accord de payer cette clause-là qui me reversera, que moi je reverserai au Real, parce que comme Figo c'est le meilleur joueur du monde à l'époque, un club qui veut vraiment s'attacher ses services, il n'aura aucun problème à débourser 30 millions en guise de clause. Le lendemain, l'information elle sort dans les médias et Figo il dément. Non, j'ai pas signé de pré-contrat avec le Real Madrid, c'est faux. Florentino Pérez il est décrédibilisé, personne ne le croit. Sauf que Pérez, 4 jours avant l'élection, cette fois, il revient à la charge et il dit « Si Figo ne vient pas au Real, je m'engage personnellement à payer tous les abonnements des socios qui assistent à l'année au match du Real Madrid. » Comment est-ce que Florentino Pérez pourrait payer aux socios leur abonnement au Bernabéu? Avec l'argent que José Veiga devrait verser au Real Madrid si Figo ne signe pas au Real. Et ça, c'est un coup de génie absolu. Figo, il continue à nier. Non, j'ai rien signé avec le Real, j'irai pas là-bas, je serai présent avec le Barça le jour de la reprise des entraînements. Mais petit à petit, il se rend compte de la situation dans laquelle son agent l'a mis. Alors là, il prend le téléphone, il appelle Joan Gaspart, qui vient d'être nouvellement élu à la tête du Barça, et il lui dit
soit tu payes 30 millions à mon agent pour que je reste à Barcelone, soit je signe au Real Madrid. Et Joan Gaspart, il a compris, sur son ne fait qu'un tour. Il a compris qu'il est dans une impasse totale. Parce que soit il débourse 30 millions des comptes du Barça qu'il doit donner à l'agent de Figo pour qu'un joueur qui a un contrat avec le Barça reste au Barça, parce que sans ça, José Vega, il fera signer son joueur dans un autre club pour pouvoir rembourser les 30 millions à Florentino Pérez, soit il doit laisser partir son joueur. La suite, vous la connaissez, parce que Florentino Pérez est élu à la tête du Real, et ça c'est un bouleversement à la tête de l'institution. Figo signe au Real, quand il revient à Barcelone, les sifflets assourdissants pour son retour, la tête de cochon dans le stade, et une chose qui aujourd'hui est assez triste, c'est que Figo à Barcelone, il est détesté, c'est l'éternel Judas, et au Real, il n'y a pas un amour fou pour lui, parce qu'il s'est pas mal discrédité ces dernières années avec plusieurs choses qu'il a dites. Encore un Luis, mais celui-là a fait le sens inverse. 5 ans au Real pour finir au Barça. Il y a un truc avec les Luis, faut se méfier. Je parle bien sûr de Luis Enrique, l'actuel sélectionneur de la Roja, l'ancien coach du Barça. Et franchement, de toute la liste, je crois que c'est mon préféré. Parce que lui, la morale, les bons sentiments, le respect envers ses anciens clubs, il s'en bat royalement les reins. En gros, signer au Real pour lui, c'était purement professionnel. Par contre, quand il a eu l'opportunité de signer à Barcelone, là, il n'a pas hésité une seule seconde à signer et à déverser tout son anti-madridisme. Je n'ai pas de bons souvenirs de Madrid, quand je me vois avec le maillot blanc à la télévision ou en photo, je me sens mal à l'aise. En tant que joueur du Barça, c'est un plaisir de se faire siffler par le Bernabéu. Le 6-2 infligé au Real en 2008 était un orgasme footballistique. Ah, c'était punchline sur punchline, Autant te dire que lui, c'était pas du genre à demander pardon quand il marquait au Bernabéu. D'ailleurs, quand le président du Real lui a fait savoir qu'il trouvait ça déplacé, que c'était de la provocation de fêter un but comme ça vis-à-vis de son ancien club, il a répondu quoi ? La prochaine fois, je peux pleurer s'il veut. Il en avait vraiment rien à foutre. Alors oui, c'est peut-être moche, c'est peut-être pas respectueux, mais au moins il assume. Et il a pas la langue dans sa poche, il dit les choses telles quelles. Je préfère ça que les mecs avec leur faux semblant au final. Petit rappel avant de passer au cas suivant, pense bien mettre un petit pouce bleu si tu apprécies cette vidéo et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir cette chaîne et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, bien sûr. Bon, là on s'attaque à un monument. Hugo Sanchez, attaquant légendaire du Mexique, du Real Madrid et, on en parle beaucoup moins en France, aussi de l'Atlético. Et oui, généralement quand on parle de lui, c'est pour ses records de buts avec le Real. Mais avant de terroriser l'Espagne avec la Quinta del Buitre, Hugo Sanchez était un colchonero. Il y joue même 4 saisons, marque 82 buts en 152 matchs. Le ratio est impressionnant, mais le style l'est encore plus. Malgré son 1m74, il était le roi des airs, non pas avec son jeu de tête, évidemment, mais grâce à une facilité déconcertante à placer des frappes en retournée acrobatique. Tu m'étonnes que le Real l'a vite repéré. Mais l'histoire aurait pu être bien différente. À la base, il ne veut pas signer au Real. Il devait signer au Barça, puisqu'en 1984, le Barça était tombé d'accord avec l'Atlético pour un transfert, mais le coach de l'époque, Terry Venables, s'y est opposé pour faire place à l'attaquant écossais Steve Archibald. Le transfert capote, Hugo Sanchez reste une saison de plus à l'Atlético, le temps de gagner une Copa del Rey et de finir Pichichi de la Liga. Bon là, autant dire que le départ était inéluctable. Alors évidemment, le Barça est conscient de son erreur et tente bien de refaire une offre à ce moment-là, mais c'est trop tard. Sanchez est plutôt rancunier. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que vous le savez, faire un transfert entre l'Atlético et le Real, c'est très compliqué. Ok. Donc que va faire Hugo Sanchez pour forcer son départ? Il va signer dans son club des Pumas au Mexique, il n'y fera pas un seul match, et dans la foulée, il signe au Real Madrid. Là, c'est quand même une sacrée douille, c'est pas juste une trahison. On peut comprendre qu'encore aujourd'hui, les supporters de l'Atlético l'aient particulièrement mauvaise. Bon, pour Sanchez, moralement, c'est assez douteux. Par contre, sportivement et financièrement aussi, c'est le jackpot. Avec le Real, il gagne 5 titres de champion, une Copa del Rey, une Coupe de l'UEFA et 4 titres de Pichichi consécutifs. Et il entre dans la légende de la Maison Blanche aux côtés de Butragueño, Camacho, Valdano et Michel. Le Grand Chelem, 8 ans au Barça, 2 au Real et 3 à l'Atlético. Et aussi un petit retour au Real en tant qu'entraîneur. Bernd Schuster, l'enfant terrible du football allemand des années 80. Gros caractère l'allemand, très très gros caractère. On parle d'un mec qui a pris sa retraite internationale à 24 ans, juste parce qu'il ne pouvait pas se piffrer le sélectionneur et certains dirigeants. Radical le garçon. Alors tu te doutes bien que changer de club, passer chez le rival quand ça ne va plus,
c'est la dernière chose qui devait l'émouvoir. D'autant qu'il avait eu aussi quelques embrouilles avec la direction et le coach de l'époque au Barça. Mais un événement bien précis va marquer la rupture entre lui et le club. Finale de Coupe des clubs champions en 1986. Schuster est sorti à 5 minutes de la fin. Il pète les plombs et quitte directement le stade. Et suite à ça, il va être écarté de l'équipe pendant une saison blanche. Ah, on peut comprendre qu'il ait eu mauvaise après ça. D'autant que là, on parle d'une véritable star de l'époque. La Juventus a même pensé à lui pour succéder à Platini. Mais non, il a préféré rejoindre la Casablanca et la Quinta del Buitre. Bon, on peut comprendre qu'il ait eu un petit désir de revanche. C'est humain. Au Real, l'Allemand est performant, mais dans une équipe absolument légendaire, être bon, très bon, ne suffit pas. Le Real rompt son contrat afin de libérer une place pour un nouveau joueur étranger, un certain Jorge Hagi. Bon, bah évidemment, là aussi, il le prend très mal, Schuster, et là encore, on peut le comprendre. Schuster, c'est pas un traître en fait, c'est juste un mec très rancunier. L'une des trahisons phares de l'histoire de la Liga, c'est le transfert de Predrag Mijatovic, que tout le monde appelle Peđa Mijatovic, de Valence au Real. Mijatovic, il a 24 ans, il joue au Partizan Belgrade et il est très peu connu en Europe parce que la Yougoslavie elle est sous embargo et ça fait qu'elle ne peut pas jouer les compétitions européennes. N'empêche que les scouts de Valence, ils le dénichent là-bas et ils le font venir à Valence. Et Mijatovic, en une saison, il va passer d'un joueur que personne ne connaissait, que personne n'attendait à l'aéroport le jour de son arrivée, un joueur auquel les journalistes, la première question qu'ils lui posaient c'est à quel poste jouez-vous, parce qu'eux ils n'en avaient aucune idée, un joueur qui s'était dit je me donne 3 semaines pour voir comment ça se passe à Valence, mais dans un coin de la tête il était prêt à rentrer au Monténégro après 3 semaines tellement il pensait qu'il avait fait la pire décision de sa vie, il passe de ça à un joueur qui va devenir la révélation de la Liga pour sa première saison. Pour sa première saison, la saison 93-94, il finit à 16 buts, ensuite 12 buts et ensuite 28 buts. Les supporters de Valence, ils l'adorent, c'est leur pépite, c'est leur joueur. Vous savez, quand vous êtes fan d'un club et que votre club va chercher un joueur je sais pas où que personne ne connaît et vous vous rendez compte assez vite qu'il est vraiment bon, bah forcément vous avez un amour qui est spécial pour lui. Mijatovic, aux yeux des fans de Valence, c'est ça, c'est déjà l'un des meilleurs joueurs à avoir foulé la pelouse de Mestalla. Forcément, Mijatovic, il attire les convoitises et ça fait plusieurs années que le Real aimerait bien le signer. Sauf que Mijatovic, il avait déclaré une fois à un groupe de supporters que lui, à Valence, il était hyper bien, qu'il ne partirait pas, qu'à Valence, il avait tout ce dont il avait besoin. Sauf que quand le Real revient à la charge lors de la saison 95-96, il dit pas non parce que le Real Madrid, tu peux pas le refuser. Et là, les supporters de Valence, ils se sentent trahis. Mijatovic, c'était leur idole, c'était leur joueur, c'était leur pépite, qui les quitte comme ça, qui les plante en plein milieu de saison en plus pour aller jouer au Real Madrid. Les relations entre Valence et le Real, historiquement, elles étaient super bonnes, c'était deux clubs plus qu'amis. Et ben là, les deux clubs vont se détester, les deux villes vont se haïr. Et comme, en plus, Mijatovic, dès le mois de mars de la saison 1995-96, on savait qu'il avait un pré-contrat avec le Real, sa fin de saison à Valence, ça va être terrible. Il va être menacé, si bien qu'il va devoir engager un garde du corps, de la sécurité privée. Tout le monde a beau savoir qu'il y a un accord personnel entre Mijatovic et le Real, et que tout ça, ça va se finir avec Mijatovic qui va porter le maillot blanc, Valence refuse de négocier, et c'est assez compréhensible. Le Real alors, qu'est-ce qu'ils font? Comme tout bon club qui a de l'argent, ils vont auprès de la Liga et ils exécutent la clause. Sauf qu'en fait, ça se passe toujours comme ça en Liga, il faut donner l'argent au joueur et c'est lui qui va au siège de la Liga et c'est lui qui donne cet argent à la Liga et ensuite il peut s'engager avec un autre club. Mijatovic, l'anecdote, c'est que sur le trajet pour aller donner tout cet argent au siège de la Liga, il stresse vraiment. Il se dit mais le Real a payé tellement d'argent pour moi parce qu'à l'époque c'est le transfert le plus cher de l'histoire du championnat, il y a trop de pression, il tremble de partout et il a hésité, il se dit à se barrer au Monténégro avec l'argent et qu'ensuite la police le retrouve. Pour sa première saison avec le Real, il remporte la Liga. Mijatovic, on l'associe toujours à ça. En Espagne, quand les fans le croisent dans la rue, ils lui parlent tous de la même chose, le but contre la Juve. La troisième saison, ça se passe pas super bien, il part à la Fiorentina, il revient en Espagne et il signe où? À Levante, le rival local du FC Valence. Comme quoi, entre Valence et Mijatovic, l'histoire, elle pouvait vraiment que mal se terminer. Alors là, on va parler d'un cas assez récent, mais qui n'a pas fait grand bruit en France, parce que on ne parle pas d'une méga star internationale. Mais en Espagne, on n'avait pas connu traîtrise pareille depuis Figo. Ça a choqué. Passé de la Real Sociedad à l'Athletic Bilbao,
la plus grande rivalité du Pays Basque, c'est tout sauf anodin. On en parle assez peu de cette rivalité en France, on parle de clubs assez peu médiatiques à l'international, mais en Espagne, c'est l'une des plus grandes rivalités du pays. D'autant plus qu'avant la signature de Martinez en 2018, cette rivalité avait tendance à se calmer un petit peu, un peu comme à Séville, on l'avait expliqué dans le reportage. Elle avait tendance à être un peu moins violente. Donc quand ce transfert a eu lieu, on a eu peur en Espagne que ça arrive un petit peu les flammes de cette rivalité. Bon, au final, ça va. Mais ça n'en reste pas moins une trahison de premier ordre. Passer à l'Athletic quand on est l'enfant de la Real Sociedad, qu'on y a été formé, aimé, adulé, franchement, c'est moche. D'autant plus qu'en 2014, il avait affirmé très clairement « Je ne signerai jamais à l'Athletic pour rien au monde ». Et il pensait aussi que de toute façon, le cas ne se présenterait jamais, que Bilbao n'aurait jamais les moyens de payer la clause libératoire à 30 millions et qu'il ne voudrait jamais donner autant d'argent à leur rival. Grossière erreur. Et oui, en 2018, Aymeric Laporte signe à Manchester City pour 65 millions d'euros. Autant dire que les 32 millions d'euros de clause, l'Athletic a bien pu se les payer et garder la monnaie. Petite trentaine de millions, tranquille. Et puis alors, les premières paroles de Martinez à son arrivée à Bilbao, c'est exceptionnel. Ah, lui aussi, il assume bien comme il faut. Hein. Ici, au moins, on ne se contente pas de jouer le ventre mou du championnat. Et au passage, il affirme qu'il a toujours été supporter de l'Athletic. Bon, ça, on peut en douter, c'est peut-être aussi pour essayer de se mettre ses nouveaux supporters dans la poche. Michael Laudrup, l'élégance danoise. Dribble chaloupé, passe millimétrée, crochets enchanteurs. Ah, sur le terrain, c'était la grande classe. Hein. En dehors du terrain, peut-être un petit peu moins. Dans la Dream Team de Johan Cruyff, Laudrup avait une place de choix. Avec Stoichkov et Koeman, il faisait partie des 3 grandes stars étrangères de l'équipe, ce qui était le quota maximal à cette époque-là. Dans l'entrejeu, il régale, gagne 4 ligas consécutives et une coupe des clubs champions. Lui qui avait eu du mal à trouver sa place à la Juventus à cause de ce fameux quota, justement, là, il est enfin tranquille. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Il va être tranquille jusqu'au moment où Cruyff va avoir un crush sur un petit Brésilien méconnu. Oh, un petit joueur sympa, hein, Romario. Et ça ne t'a pas échappé, Romario est brésilien. Donc il fallait libérer une place dans cet effectif d'extra-communautaire pour que Romario puisse signer au Barça. Cruyff a donc dû faire un choix, et comme des rumeurs envoyaient déjà Laudrup au Real, c'est lui qui a décidé d'écarter le premier, notamment lors de la finale de Ligue des Champions 1994. Bon, Laudrup était une star internationale, certainement qui n'avait pas que le Real comme alternative. Certes, mais bon, vu le contexte, on peut comprendre. Cette trahison, elle est pour la culture générale. Allez, Diego Rodríguez Fernandez, en 1988, il passe du Betis à l'ennemi juré. À cette date-là, il a beau avoir 6 saisons avec le Betis dans les pattes, être un central magnifique, un central bien à l'ancienne avec mulet compris presque, il a beau avoir 250 matchs joués avec le Betis, être l'un des capitaines du club, il ne prolongera pas, parce qu'il a l'impression que les dirigeants du Betis, ils lui offrent pas assez d'argent, ils ne le reconnaissent pas à sa juste valeur. Il a plusieurs offres sur la table, une de Valence, une de l'Atlético et une du Séville FC. À l'époque où il pouvait encore espérer prolonger avec le Betis, il y a un dirigeant qui lui avait dit « Jamais tu oseras signer avec Séville ». Bon, c'est ce qu'il a fait. En choisissant de signer au Séville FC, Diego il va faire partie de ces 9 joueurs qui ont porté le maillot des 2 clubs ennemis. Alors aujourd'hui, cette rivalité, on la connaît de mieux en mieux. À l'époque, évidemment qu'elle existait déjà, et c'était une rivalité qui était chaude, comme aujourd'hui quoi. Une anecdote, c'est qu'un des coéquipiers de Diego, quand il allait jouer dans le stade de Séville, il avait toujours sur lui un gun, parce que je cite, on ne sait jamais. Lors de sa première saison, sous ses nouvelles couleurs, il se rend pour jouer le derby dans le stade du Betis, un accueil hostile, un accueil assez mémorable, et lors du match retour, Séville va s'imposer 1-0 avec un but de Diego, évidemment. Et lors de sa deuxième saison sous ses nouvelles couleurs, le Betis va être relégué en 2e division. Ensuite, Diego il fera partie d'un Séville historique qui s'appelait le Séville des Diego avec lui, Diego Simeone et Diego Maradona. Et aujourd'hui, vous vous posez la question, quel club il préfère entre le Betis et le Séville FC? Il dit toujours le Séville FC. Voilà amigos, ce sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de Samuel Eto'o parce que je n'estime pas qu'il ait été un traître. Alors certes, le Madrid Cabron Saluda al Campeón, c'était limite, ça j'entends bien. Mais qu'il ait signé au Barça en soi, pour moi c'était pas une traîtrise. Il n'a pas eu sa chance au Real Madrid, il n'a pas eu la considération qu'il aurait pu mériter à ce moment-là de sa carrière. Car le Barça a été le premier grand club à lui donner sa chance au plus haut niveau, il y avait zéro raison de ne pas y signer. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. S'il y a d'autres traîtres que j'ai oublié de mentionner, n'hésite pas à le faire
dans les commentaires. Pense bien au petit pouce bleu et à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. En attendant ma prochaine vidéo, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Tu peux également me retrouver plusieurs fois par semaine, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch pour de très gros lives, des débriefs, des réactions. C'est très cool. N'hésite pas. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!